revendications qui ont été bien sûr pendant des décennies réprimées par ce pouvoir en place. Et même d'ailleurs avant avant que l'Algérie ne connaisse son indépendance, l'indépendance de colonisation. Je précise parce que l'indépendance du peuple n'a pas encore vu le jour. Mais par contre, celui de la terre seulement parce que la patrie française est officiellement partie des terres algériennes. Mais ce combat qui avait déjà commencé dans les idées de la plateforme de la Soumam, qui avait déjà jeté les jalons de cette Algérie indépendante, que ceux qui ont fait la guerre ont voulu que cette Algérie soit une Algérie démocratique, une Algérie populaire, une Algérie qui soit représentée par un gouvernement civil, une Algérie où la primauté du politique est sur le militaire, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. C'était des grandes lignes directrices que voulaient les hommes qui ont fait la guerre d'Algérie, qui voulaient que le lendemain d'Algérie soit comme ça. Mais bien sûr, où soit la colonisation française, à travers ces hommes, a préparé déjà, sachant qu'ils allaient quitter l'Algérie, ont préparé leurs hommes à travers le groupe de Oujda, qui ont déjà fait la guerre, qui est une des plus grands crimes qui ont été commis pour qu'on ne voie pas un gouvernement civil et politique ne voit pas le jour en Algérie. Et un des premiers assassinats, c'était celui d'Abdel Hamdan, qui est l'auteur et le cerveau qui a élaboré la plateforme de la Soumam. Et donc, depuis ce jour-là, jusqu'au jour de l'indépendance, qui a vu l'élimination du GPRA et qui a vu le groupe de Oujda prendre le pouvoir avec de la force et à travers un coup d'État, et qui a pris les rênes du pouvoir malgré tout le travail fait par ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, les hommes politiques qui ont fait ce combat et les hommes qui ont pris le maquis à l'intérieur et qui ont payé cher de leur vie. On voit tout ce travail pour la liberté de l'Algérie a été mis en côté pour que des hommes qui ont été à l'extérieur, qui n'étaient pas des acteurs dans la guerre de libération, prendre le pouvoir et commencer à, la première des choses, éliminer le GPRA. La deuxième, c'est d'ignorer l'Assemblée constituante et de faire la constitution entre quelques hommes dans une salle de cinéma. Et ça, c'était une des premières illégalités, illégitimités de ce pouvoir en place, et qui a fait qu'une constitution qui est censée représenter tous les vœux et les souhaits et les revendications des Algériens est devenue une constitution non représentative et illégitime depuis ce jour-là. Là, le coup d'État qui a enlevé Ben Bella du pouvoir pour une raison principale et la seule et unique que maintenant est devenue connue de tous, c'est celle où Ben Bella commençait à faire rencontrer le FFS pour pouvoir reconnaître le pluralisme politique en Algérie. Et c'était ça le danger qui a fait que Boumedienne et tous les groupes bourgeois fassent un coup d'État pour Ben Bella. Donc, la guerre s'est déclenchée d'une manière ouverte par ce pouvoir pour qu'il n'y ait pas une Algérie démocratique, pour qu'il n'y ait pas un État civil, un État de droit et un État civil. Tout ça, on doit se le rappeler, parce que même si on le connaît, mais sans redémarrer ces points essentiels de base, parce que c'est ce qui nous expliquera la crise actuelle que nous vivons. C'est ces éléments historiques qui remontent à des décennies depuis la guerre et depuis l'indépendance qui nous expliquent la situation et l'impasse dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, les années passent, des décennies, l'Algérien a essayé toujours de se battre, de revendiquer cette démocratie, cette liberté, cet état de droit,
Mais nous savons ce qui est arrivé en 63 au FFS, nous savons ce qui est arrivé en 80 pour les étudiants de Kabylie, principalement à Tizi, et après à Oran et à Constantine. Nous savons ce qui est arrivé aux jeunes qui sont sortis en 88. Donc la répression et la violence qui a été subie par l'Algérien à chaque fois qu'il voulait revendiquer sa liberté et ses droits, il a été réprimé par cette dictature, ce pouvoir autoritaire, et a fait des victimes à chaque fois. Et une des dernières, dont il a cité mon ami Mouloud, c'est celle de 2001, où les jeunes de Kabylie sont venus par millions vers Alger pour revendiquer les mêmes droits de liberté et de démocratie. Et bien sûr, à chaque fois, la réponse du pouvoir a été la violence, l'assassinat, la répression, l'emprisonnement et toutes ces pratiques que nous connaissons dignes de ce pouvoir dictatorial et autoritaire. Toutes ces décennies de répression de la part du pouvoir et de ce combat et de cette résistance du peuple algérien pour pouvoir voir un jour l'Algérie se libérer et vivre pleinement sa liberté dans son pays avec tous ses droits, qu'en tant qu'être humain, parce que l'Algérien a été touché même dans sa dignité, même le droit à la vie, nous l'avons vécu plus tard avec la décennie noire, où bien sûr le même travail a été, mais le scénario était un peu différent. C'est ce qui change en fait dans les pratiques du pouvoir. Les scénarios diffèrent, mais le fond et l'objectif est le même. Le fond, c'est le pouvoir, le clan de Oujda, qui est pris par la force, qui sert les intérêts de cette France, qui n'est plus là, mais à qui on sauvegarde ses intérêts, et la répression de cette population qui est assoiffée de liberté et de droit. Ce peuple, qui est le peuple amazigh, qui, comme son nom l'indique, les hommes de liberté. Donc, les années 90, un des derniers scénarios, avant 2001, et celle qui a fait payer cher à l'Algérie et à l'Algérien. Je veux dire que de donner la possibilité et la légalité à l'existence d'un parti islamique, qu'on se rencontre au beau milieu d'un processus électoral et démocratique, qu'il était un danger, qu'il fallait tout arrêter, et du coup, ce n'est pas l'islamisme qui était la première victime, mais c'est la démocratie en Algérie, c'est le processus démocratique qui a été arrêté, et donc l'Algérien a vécu quelque chose de plus atroce, des violences à grande échelle, avec les massacres. C'est ce qui a fait, une des raisons dont a parlé de notre participation aux législatives en 1997. J'étais militante de la société civile, j'étais à Rage, et c'était toute cette volonté des jeunes enragés qui étaient avec moi à l'association, qui disaient « On nous a étouffés pendant une année, une vingtaine d'interdictions de toute initiative, on a besoin d'un espace pour qu'on nous entende. » Donc c'était ça qui nous a poussé à se présenter aux législatives en 1987 sur les listes du FFS, comme l'étaient d'autres acteurs de la société civile, comme SATEF, comme Jemeznet pour le MCB. Donc le FFS avait ouvert cette porte en 1997 pour que l'élargissement, pour qu'il y ait l'ouverture sur la société civile et la représentativité un peu de tout ce qui, ce combat démocratique au sein de la société algérienne. Mais c'était très dur parce que la peur a gagné beaucoup la population algérienne et c'est légitime. Je ne vais pas dire qu'ils avaient raison de se cacher, de fuir l'Algérie, mais la peur est légitime. C'est là où on a essayé de nous battre pour pouvoir dire que la solution était dans un processus de réconciliation, de dialogue et de vérité et justice, et l'ouverture d'un processus démocratique pour un état de droit. Donc, mais ce pouvoir n'écoute, égal à lui-même, n'a jamais écouté la revendication du peuple, ni son combat, ni sa souffrance, ni son nom. Je veux dire, rien n'a fait que le pouvoir recule. Il s'est permis de tuer, d'assassiner, de réprimer, de torturer, d'emprisonner,
témoigner qu'une dictature digne de son nom utilise dans un pays où il y a une volonté de sa population pour la liberté et les droits. Et donc, arrive après les vingtaines années de Bouteflika, qui a trouvé l'Algérien avec la peur de ce qu'il a vécu, la décennie de la peur et du sang. Il était prédisposé à se taire, à accepter, surtout qu'il y a eu des promesses de la part de Bouteflika de ramener la paix. Et d'ailleurs, la télécommande, il la tenait bien. Il disait, voilà, le terrorisme s'arrête et s'arrête. Et donc, si vous ne votez pas moi le mandat d'après, la violence va revenir. Et l'Algérien, avec tout ce qu'il a eu à subir, il était traumatisé. Et il avait besoin de reprendre un peu, revenir à la vie, parce que c'était les horreurs qui ont été vécues par les massacres à grande échelle dans les différentes régions d'Algérie. C'était pas quelque chose de facile, parce que quels que soient les conflits qui ont eu, même s'ils étaient des guerres civiles et tout ça, aucun pays n'a vu autant de morts et de disparitions et de tortures et d'exécutions sommaires comme a été vécu par l'Algérie. Donc, ce qui a fait que l'Algérien, au bout de cette vingtaine d'années de ce pouvoir absolu de Bouteflika, qui changeait ce qu'il voulait dans la Constitution et qui décidait que ses amis, son entourage faisaient les affaires, au vu au-dessus de tous les Algériens qui avaient peur de mourir et qui essayaient de survivre et de revenir du traumatisme de la décennie noire. Le 5e mandat était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'Algérien, et particulièrement sa jeunesse, ça il faut le dire, parce que moi je suis militant des années 90. Je veux témoigner d'une chose, et que ceux qui étaient de ma génération, ou de la génération d'avant, ceux qui ont vécu la guerre d'Algérie, ceux qui ont vécu les années 80 puis les années 90, étaient traumatisés, et pour beaucoup, il y avait un désespoir de voir l'Algérie vivre un espoir ou aller vers une situation meilleure. Donc, ceux qui sont sortis principalement, ce sont des jeunes qui ont 30 ans et moins, qui sont sortis le 22 février. Je me rappelle, la première marche avant le 22 février, c'était des étudiants. Moi qui ai vécu les marches et la répression des marches interdites, et les coups qu'on a reçus, et les incarcérations des militants, j'ai vu quelque chose de particulier dans la rue. Cette jeunesse qui n'avait pas peur, cette jeunesse qui est sortie avec le sourire, c'est quelque chose de différent de ce qu'on était nous. Et comment nous on sortait dans les marches avec la peur de ce qui va nous arriver. Et cette jeunesse, elle est libérée de cette peur. Elle n'a pas vécu ce traumatisme des années 90, mais elle voulait vivre tout simplement sa vie et sa liberté. Et la première revendication qui était celle qui était inacceptable pour tous les Algériens, c'est qu'il n'y ait pas un 5e mandat. Et ça, c'était le point de départ. Après, rejoint par toute la population au fur et à mesure, ce mouvement a pris de la force et du courage et de l'espoir. Et ça a commencé à l'effet de contamination, que c'est possible de sortir, de crier sa colère, d'exprimer sa revendication sans avoir peur d'être réprimé. Même si nous avons commencé à vivre les derniers vendredis, je veux dire 5-6 vendredis, c'est devenu de plus en plus fort, la fermeture d'accès à Alger, la répression de la gendarmerie à l'entrée d'Alger, la répression de la police pour les manifestants qui arrivaient tôt le matin de loin, et des choses encore plus graves.
comme les militants arrêtés de Raj et du MDS, et les filles de Raj et du MDS qui ont été déshabillées au commissariat. Pour vous dire l'atteinte à la dignité de l'Algérien continue à sévir, mais parce que le nombre et la résistance et la présence et la persévérance des manifestants dans la rue, en nombre et en détermination, a fait que ce pouvoir était obligé de reculer. Il était obligé, vous ne pouvez pas faire le monde entier nous observer. Le monde entier était émerveillé. Ah, l'Algérien, c'est pas un terroriste. L'Algérien est un être humain civilisé qui peut sortir manifester avec le sourire et revendiquer avec des mots et des pancartes. Parce que ce n'était pas l'image qu'avait l'opinion internationale de nous. Il faut se le dire. Donc, devant cette situation, devant ce fait, le pouvoir commence à prendre du recul en pensant que ça va se calmer, que les gens vont rentrer chez eux. En disant pas de 5e mandat, ils croyaient que ça aurait été réglé. Mais l'Algérien, il sait pertinemment que le problème n'était pas seulement dans le 5e mandat. Parce qu'un 6e mandat, avec un autre nom, ferait que le pouvoir survive et continue avec les mêmes pratiques. La corruption, le vol, la répression, le marifa, le hugra, toutes ces choses qui nous ont fait subir pendant des décennies. Donc l'Algérien est avancé à un autre stade où il revendique autre chose, comme le dit beaucoup d'observateurs internationaux, parce qu'au début ils disaient « Attendons, oui, pour l'instant c'est pacifique, mais ça risque peut-être de dégénérer, parce que l'Algérie, ça dégénère toujours. » Et tous les observateurs et les médias étrangers étaient comme ça, avec un point d'interrogation que ça va peut-être dégénérer à un moment ou à un autre. Et l'Algérien, c'est là où il a compris où est le point dans lequel il ne faut pas tomber pour que cette vague et cette dynamique ne s'éteignent pas. Donc c'est dans cette union et dans cette expression pacifique dans les rues, en nombre et en espace qu'on occupe, qui a fait que ce pouvoir est de plus en plus dans une situation qui fait qu'il doit reculer. Il ne laisse plus d'espace pour respirer et pour agir. D'où cette décision de faire la guerre à ceux qui représentent les hommes corrompus, les hommes au sein du pouvoir qui ont volé, qui ont pillé l'Algérie, et donc qui aurait dit qu'on aurait attrapé Saïd Bouteflika, étouffé et Tartare pour les mettre en prison. Et on vit ce spectacle depuis des semaines, des hommes, des têtes, ils passent par la justice, ils vont à Harrach, ils passent par des tribunaux militaires, ils vont les prisons. C'est ce qu'ils nous disent. Hein? C'est ce qu'ils nous disent. Mais l'important dans tout ça, l'Algérien n'a pas encore confiance en cette justice. Parce que pour qu'on ait confiance en une justice, il faut qu'elle arrête d'être une justice aux ordres, par des coups de téléphone. Il faut que ce soit une justice indépendante. Et pour que ce soit une justice indépendante, il faut qu'il y ait une séparation du pouvoir. Et pour qu'il y ait séparation du pouvoir, il faut instauration d'une démocratie. Et pour qu'il y ait instauration d'une démocratie, il faut un processus de démocratisation qui ne passe que par une transition démocratique. Et là, il commence à y avoir un mouvement de la part de tous les Algériens, qui soient dans les associations, les syndicats, le peu de partis politiques qui restent crédibles, parce que ceux qui ont gouverné avec Bouteflika qui étaient au sein du pouvoir, cela ne peut pas les compter comme des partis politiques qui vont contribuer dans la transition démocratique. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, il est impératif d'aller trouver les solutions. Comment? La solution
solution doit venir, comment ça doit se faire. Et là, a commencé des contacts entre les associations, les syndicats, les partis politiques, les personnalités politiques, ou toutes les forces vives de cette nation qui ne sont pas mouillées avec le pouvoir et avec ses pratiques pendant toutes ces décennies que nous avons eu à vivre, et principalement la vingtaine d'années de Bouteflika. Et donc, il faut passer au dialogue. Comment dialoguer? Là est la grande question, parce que les traces du pouvoir, des pratiques du pouvoir, qui a fait diaboliser la diversité, le pluralisme, qui a diabolisé le politique, il a diabolisé tout ce qui pouvait aujourd'hui aider l'Algérie à vivre sa transition démocratique. Et c'est ça, les choses qu'on est en train d'apprendre à nos dépens pour qu'on puisse avancer et trouver la solution. Parce que nous rappelons très bien, nous avons vécu ensemble tout ce que disait le pouvoir. حبيتوا الديمقراطية هاوليك علاش الناس يتموت وهاوليك والقبايلي والعربي والشاوي والمصافي واللائكي والإسلاموي les outils, il y en a entre les mains du pouvoir et qui sont en train d'être utilisés à ce jour. À ce jour, c'est une pratique utilisée par le pouvoir pour séparer les Algériens, pour faire peur aux Algériens et pour qu'il n'y ait pas une union pour la solution et l'ouverture d'un processus démocratique. Et donc, comme j'ai dit, il y a cette nécessité de dialogue dans la société civile, les partis politiques, les personnalités, et c'est des choses qu'on est en train de voir se concrétiser. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu plus de 70 associations qui se sont réunies, qui sont sorties avec un appel, et il faut dire qu'il y a fait un travail autour de cette nécessité de se retrouver, de trouver un consensus pour aller à proposer des solutions. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce que c'est la chose la plus difficile dans ce processus de transition, c'est ce dialogue et ce débat entre les différents partenaires pour se mettre autour du problème et au-delà des différences. C'est l'exercice de la démocratie, c'est l'exercice de la tolérance, c'est l'exercice d'accepter nos différends, chose que le pouvoir a utilisée pour nous séparer, et nous sommes censés en faire un outil de rassemblement et de construction, cette Algérie plurielle, cette Algérie démocratique, cette Algérie où on s'accepte malgré les différences. Donc il y a aussi les personnalités qui ont fait l'appel, comme celui qui a été fait par Ali Yahya Abdelnour et Sultan Ibrahimi et Général Ben Yildiz. Ça aussi, ça a été fait dans cette perspective. Il y a aussi d'autres démarches, en l'occurrence celle qui a été faite par une partie du FFS, où il y a eu un appel qui a été lancé, où il y a eu des contacts avec des partis politiques, des associations, des personnalités, des syndicats autonomes, et pour proposer la solution que le FFS pense être l'issue pour aller vers une transition démocratique. Vous avez suivi dans les médias, il y a eu des rencontres qu'a fait le FFS. On reviendra tout à l'heure par rapport à la situation. Et c'est ça qui est demandé aujourd'hui, même par ces mêmes manifestants dans la rue. Parce que les Algériens qui sont sortis savent que ce pouvoir doit partir. فهمنا un dénominateur commun يتلحوا كاع ويروحوا كاع. Ok. Mais le comment, les mécanismes, les structures, la composante, la durée, c'est ça qui est en train de mûrir maintenant. On est dans cette phase. Ça veut dire qu'on a avancé et c'est extraordinaire.
c'est la volonté politique. La volonté politique. Parce que quand on voit ma qu'est-ce et il y a un chef d'État qui a été placé qui n'est pas reconnu, il y a un chef du gouvernement qui a été placé qui n'est pas reconnu, il y a un parlement qui n'est pas reconnu par ce mouvement de révolution pacifique dans la rue. Ils sont tous des outils du pouvoir. Et donc, qui prend les décisions? C'est Guy Saleh. C'est Guy Saleh qui enferme les gens en prison. Ça veut dire, qui a le pouvoir politique? Tous les pouvoirs. Qui gère l'Algérie? Maintenant, c'est clair. C'est clair. Alors que dans la transition que nous voyons, que nous revendiquons, l'armée est censée être garante de cette transition qui doit se faire par des acteurs politiques de la société civile et autres, et représentants des mouvements, même celui de cette révolution qui est dans la rue. Donc, comme je dis, il y a besoin de rassembler toutes les énergies pour pouvoir construire quelque chose en Algérie qui est... Parce que c'est vrai, des pays ont vécu des transitions démocratiques. Vous allez me dire, il y a beaucoup de pays qui ont vécu des dictatures et des transitions démocratiques. Effectivement, il y a des valeurs universelles qui sont connues et reconnues dans le monde, mais il y a aussi une spécificité. Parce que ce qui a été vécu par l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, tout ce qu'on a relaté tout à l'heure, pourquoi j'ai dit que c'était nécessaire de revenir sur le passé, sur l'histoire. Toutes ces particularités de ce qu'on a vécu, de ce pouvoir et sa nature et ses pratiques, de ce qu'a subi l'Algérien pendant des décennies, des différentes violences et répressions, et comment il a survécu ce miracle qui est l'Algérien, qui a survécu à tous ces horreurs qu'il a subies pendant des décennies, et de voir sa jeunesse être devant et à l'avant-garde de ce combat, de cette revendication, qui soient les étudiants, qui soient les jeunes tout court, qui sont là, déterminés à maintenir la pression et à revendiquer ce processus démocratique, ce processus de transition qui est de plus en plus vu dans les banderoles, dans les manifestations du vendredi ou dans les manifestations des étudiants le mardi. Donc nous devons, ce travail qu'on est en train de faire, qui est notre propre modèle à l'Algérie, de cette transition démocratique. Oui, des valeurs universelles connues, oui, ça existe, mais il y a aussi des particularités de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons pour arriver à instaurer une démocratie en Algérie. Donc, ce processus, il peut être lent, même si la majorité des acteurs, y compris nous, au FFS, ont dit qu'il faut qu'il soit le plus court possible. Plus court possible, je veux dire, de 6 mois à 1 an. On va tout à l'heure énumérer quels sont les mécanismes et les rôles de ces mécanismes, et puis la composante. Mais toujours est-il, c'est des propositions qui seront justement mises en débat et enrichies par les différents acteurs pour qu'on arrive à un consensus ensemble de comment nous allons procéder pour installer ce processus démocratique. Les éléments fondateurs, les éléments de base sont, comme j'ai dit tout à l'heure, le respect des valeurs universelles, dans ceux des droits de l'homme, donc les libertés individuelles et collectives, les droits dans à tous les niveaux. Ça va du droit à la vie qui a été enlevé à l'Algérien jusqu'à celui de se rassembler, de s'exprimer, de s'organiser, qui est d'ailleurs
ce processus se fasse. Tant que les médias, les chaînes officielles, qui sont dans un autre monde, la rue, des millions d'Algériens dans la rue, et la télé nous montre Bedoui, nous montre avec le ministre, ou avec Ahja ou Tlara, on nous dirait qu'on n'est pas dans un même pays. Donc le préalable, c'est d'ouvrir ces médias lourds et qui doivent porter l'information telle qu'elle est, mais pas telle que veulent qu'elle soit, mais et qui cache encore des réalités. Donc ça, c'est un préalable. L'ouverture des médias, qui soient la télé, la radio, la presse écrite et tout ça. Donc cette liberté de l'information, de l'expression, de l'organisation. D'ailleurs, ce processus va connaître la naissance de nouvelles organisations. Il faut, mais c'est le boulot. Mais c'est le boulot. Il y a pas, on ne va pas, même si vous déposez aujourd'hui, il y a des amis avec moi qui ont vécu l'expérience de refus d'avoir l'agrément, parce qu'on a combien de fois tenté de créer des associations. Et donc, jusqu'à ce jour, comme les médias sont fermés, comme donner l'autorisation, comme ce qui a été vécu par le café littéraire, ici, pour pouvoir s'organiser librement et avoir des débats autour de différents thèmes. Donc, ça s'est vécu au niveau local et ça continue à être vécu à l'échelle nationale. Donc, ça, c'est des préalables d'ouverture. Et sans ça, on ne peut pas. Il y a entre autres aussi, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, on peut aller dans le détail. S'il y a nécessité de débat et les présents ici veulent qu'on aille dans le détail, la libération des détenus d'opinion, ils existent. واحد ضرب في غادخل الحبس، واحد voulait manifester في الحبس، واحد nous connaissons à Gaïa, à Alger, à l'Ouest. On a fait la liste des détenus d'opinion qui sont encore en prison. Et l'exemple de Fakhar est édifiant. À laquelle nous devons avoir aujourd'hui une pensée et un hommage pour son combat. Et c'est un martyr de la démocratie qui se rajoute à la liste de valeurs au que l'Algérie a perdu. Donc, pour continuer sur la transition démocratique, comment nous la voyons, ce que nous proposons. Il y a besoin d'un gouvernement, bien sûr. Si nous demandons Bedoui, il nous faut un gouvernement de transition. Mais on peut se faire un État comme ça, dans l'air. Non, on est responsable. Il faut qu'il y ait un gouvernement de transition qui gère les affaires courantes. Parce qu'il y a un peuple, il y a des demandes, il y a des besoins, il y a des relations internationales, il y a une économie. Donc il y a besoin d'un gouvernement qui s'occupe des affaires courantes en attendant qu'on fasse cette transition démocratique. Nous savons qu'il n'y a pas de président et que Bessar doit partir parce qu'il représente le pouvoir. Donc on a besoin d'une instance suppléante qui va représenter ce qu'est le président. Donc comment ces mécanismes doivent fonctionner, pour quelle durée, quelles prérogatives, ça aussi on reviendra plus tard. Il y a aussi l'élaboration, parce que par exemple quand on parle d'élection, il y a besoin, parce qu'on ne va pas aller avec le dispositif électoral existant déjà. Et quand on dit des présidentielles, les présidentielles, le dispositif électoral qui est en place, avec les mêmes chefs d'aéra, les mêmes oualiks à le pouvoir, qu'est-ce que je vais avoir après? Je vais avoir les mêmes hommes et les mêmes pratiques. On n'aura rien changé. Donc, un dispositif électoral est nécessaire pour pouvoir arriver à la revendication essentielle du FFS depuis 1963 et celle d'une assemblée constituante. Pourquoi la nécessité, l'urgence d'une élection d'une constituante
qu'une constitution, comme je l'ai dit au premier, je vais préciser au début de mon intervention, une constitution qui a été faite par un groupe de personnes, le groupe Boujda, qui fait une constitution dans le celle du cinéma, en l'occurrence Sa Majesté, Bebloué, alors que l'Assemblée constituante existait, et à chaque fois qu'il y avait un chef d'État, il retouchait à la Constitution. كل واحد يجي يبوستم على قدو وتفي راح يدير tel mandat, يزيد là, اللي كان قبل منه واللي كان قبل منه, ainsi de suite. Et tous les juristes et ceux, les spécialistes du droit constitutionnel vous diront c'est une constitution pleine de pièges. On ne peut rien se faire sortir de cette constitution. Parce que c'est un montage de tous les calculs de chaque clan du pouvoir qui voulait faire passer quelque chose. D'où la nécessité d'élection d'une assemblée constituante à suffrage universel qui a un seul unique rôle de faire la Constitution. Quand c'est des vrais élus du peuple, élus au suffrage universel, qui vont élaborer une Constitution que le peuple va aussi voter. Et ce sera ça l'exercice de la démocratie. Et c'est ça le processus de démocratisation quand on a des institutions et des textes qui nous représentent et qui protègent, y compris la minorité, y compris. Et bien sûr, je suis désolée d'avoir pas fait un ordre, parce que la première chose à faire dans l'immédiat, pour arriver à ce gouvernement, à cette instance suppléante présidentielle, à l'Assemblée constituante, ce qui est en train d'être proposé et qui est dénominateur commun avec toutes les propositions dont je viens de citer, ou celles de la société civile, ou celles des personnalités, ou celles du FFS, c'est cette conférence nationale qui doit regrouper le maximum d'acteurs. En fait, c'est de cette conférence que sortira tout ce processus qui doit être celui de la transition démocratique pour aboutir à un état de droit. Je crois que je vais m'arrêter là, sinon je vais trop m'accaparer de la parole. Et ce genre de rencontre, c'est plus des débats qui nous montrent le besoin et la demande pour pouvoir